Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis dans mon écran sans évidemment savoir si vous êtes là. J'espère que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints ce soir. Donc, merci à toutes et tous de nous suivre. Et bien sûr, nous espérons que vous allez bien. Vous êtes peut-être pas encore familiarisé avec ce qu'est Secret Planet. Donc, je le rappelle brièvement, Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaires, et enfin Saiga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Et pour ma part, je suis Renaud Fulconis et je suis en charge des activités de Saiga. Cette conférence est enregistrée et elle sera dans les prochains jours disponible en replay sur la page Secret Planet sur YouTube, où vous pourrez également retrouver les entretiens précédents. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Mauvais. Tu vas bien, Geoffroy? Je vais très bien, impeccable, merci. Alors ça ne se voit pas, mais on est tous les deux à des endroits très différents, puisque moi je suis dans la neige, dans le Jura, et toi tu es dans le lodge où tu habites en Afrique du Sud. Donc là, tu ne peux pas le montrer, mais c'est vrai que la dernière fois, tu m'as montré les animaux qui se promènent à travers les vitres, enfin, juste à l'extérieur. Donc on aurait pu voir peut-être un éléphant, un buffle, un singe. Tu sais que les singes ont parfois tendance à rentrer dans la maison. Donc si tu laisses ouvert, on en verra peut-être un plus tard. Non, pas la nuit. Pas la nuit, non. Tombe, donc on ne verra pas de singe. Bon, alors très bien, on est tranquille. Alors Geoffroy, je vais pas faire une présentation trop longue de qui tu es, parce que ça prendrait un certain temps. Je vais simplement rappeler que tu es vétérinaire, que tu es spécialisé sur les questions de conservation de la faune sauvage et des parcs en Afrique depuis une trentaine d'années. Depuis 2006, tu coordonnes le programme sur les aires protégées africaines de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce programme a accompagné à ce jour déjà de nombreux parcs dans leurs efforts pour améliorer leur gestion et leur gouvernance durable. Depuis 2010, le programme vise également à renforcer la conservation de la biodiversité dans les aires protégées au travers du renforcement des capacités des acteurs de la préservation de ces territoires via des formations en présentiel et des cours en ligne dont tu nous reparleras à la fin de cet entretien. D'abord basé à Ouagadougou pour couvrir l'Afrique du Centre et de l'Ouest, tu as étendu les activités du programme en Afrique de l'Est depuis Nairobi, et puis tu t'es donc, je le disais à l'instant, installé en Afrique du Sud pour rayonner sur l'ensemble du continent. Et tu vis donc désormais dans une réserve privée qui est située au nord de Johannesburg. Avant de commencer avec la première question, je voudrais simplement rappeler que l'Union internationale pour la conservation de la nature donc, est une union de membres composée à la fois de gouvernements et d'organisations de la société civile. Donc, elle abrite 1400 organisations membres et plus de 18 000 experts. Et donc, l'Union internationale pour la conservation de la nature fait aujourd'hui autorité au niveau international sur l'état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. Et nous étions, toi et moi d'ailleurs, il y a quelques mois, c'était au mois de juin à Marseille pour le dernier congrès mondial de la nature, le dernier congrès de l'UICN. Alors Geoffroy, pour commencer avec les aires protégées, veux-tu bien commencer par nous dire en fait ce que l'on entend par aire protégée et depuis quand nous en parlons? Ok, alors oui, je disais juste, c'était septembre, hein, le congrès, pas juin. C'était septembre, c'était pas juin, c'est juste. Ouais, c'est juste. Ouais. Et puis, dans ta présentation, je voulais juste rappeler, moi, je m'occupe du programme aire protégée de l'UICN en Afrique. Et non pas, il y a évidemment un programme global, il y a des tas de gens qui travaillent sur les aires protégées. Moi, je m'étais lancé en 2006 dans la gestion du programme qui concerne les aires protégées africaines. Donc, mon expérience a été essentiellement sur le continent africain. Donc, les aires protégées, alors là, par contre, ça s'applique à toutes les aires protégées du monde, hein, ce n'est pas un problème. C'est une notion relativement complexe et puis à la fois très simple. Alors, je vais prendre le côté simple de la définition, à savoir qu'une aire protégée, c'est un territoire qui fait de la conservation. Donc, l'objectif du territoire qu'on appelle une aire protégée, c'est de conserver la nature. Mais c'est quand même
avec un certain nombre d'attributs. C'est quand même un territoire, parce qu'on peut dire qu'une banque de semences enfouie dans le permafrost en Finlande, c'est aussi un outil de conservation de la nature, et ça n'en fait pas une aire protégée. Donc il y a tout un tas d'attributs qui viennent avec cette notion de conservation de la nature, de territoire défini, consacré, reconnu, etc. Mais tout ça, c'est des détails. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement un territoire dont l'objectif premier est la conservation de la nature. Donc ça n'est qu'un élément parmi plein d'autres, on y reviendra, pour faire de la conservation de la nature, mais c'est quand même un élément important parce que c'est, disons, le outil qu'on a créé pour faire de la conservation de la nature, pour protéger le territoire, la nature, l'espace, contre les activités humaines. Parce que même si on réécrit l'histoire aujourd'hui, on dit que les aires protégées sont protégées pour l'homme, pour ses bienfaits, etc., ce qui n'est pas faux, évidemment. Mais au départ, et dès le départ, elles ont été protégées contre l'homme, contre ces activités, parce que les aires protégées, c'est une pure création de l'homme pour prévenir des excès ou ses propres excès. Alors, tu parlais de dates, d'histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais globalement, l'histoire moderne des aires protégées, c'est la fin du 19e siècle. Comme toujours, on prend date avec quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, parce que ça fait bien, donc 1872, la création du parc Yellowstone. En vérité, les aires protégées existaient déjà. La protection de la nature en tant que reconnaissance d'un territoire qu'on met de côté, qu'on essaye d'éviter d'abîmer, ça existe depuis très longtemps, bien avant tout ça, et en particulier d'ailleurs en Afrique, où il y avait des tas de sites sacrés, qui existent toujours d'ailleurs, où les populations avaient appris à conserver une partie du territoire pour un usage futur, ou tout simplement parce qu'il y avait des rites, des cultes, etc. Mais disons que 1872, c'est le premier parc national de Yellowstone, qui est célèbre évidemment, qui fait date dans l'approche moderne de la conservation. Et depuis, donc on parle d'un parc en 1872, et puis on en reparlera maintenant, les chiffres ont grandi, il y en a beaucoup plus. Donc c'est une histoire toute récente. L'histoire moderne des aires protégées, c'est absolument un outil très récent dans notre évolution. Et alors, l'objectif de ces aires protégées, peut-être que tu le mentionnais à l'instant, est-ce qu'ils ont évolué depuis? Est-ce que les objectifs d'origine sont encore les mêmes à ce jour? Alors, l'objectif global des aires protégées, qui est la conservation, il faut toujours garder ça en tête parce que sinon on s'éloigne et on se perd. Les aires protégées sont des territoires de conservation. Ça ne peut pas changer, ça n'a pas changé, c'est la nature intrinsèque des aires protégées. Ce qui a évolué avec la diversification des aires protégées, c'est la forme que prend cette conservation. Donc, au départ, il n'y avait qu'un seul parc. C'était facile de définir. Il y en avait 5, il y en avait 10, il y en avait 1000. En 1960, il y avait 10 000 aires protégées. Donc, on est passé de 1 en 1872 à peu près 10 000 en 1960. 10 000, ça commence à faire. Donc, dans les années 30, la question d'abord de la définition, dont je viens de parler juste là, s'est posée. Donc, il y a eu des travaux pour essayer, parce qu'à partir du moment où il y a eu quelques milliers d'aires protégées, il fallait commencer à dire qu'est-ce qui est une aire protégée, qu'est-ce qui n'est pas. Et puis petit à petit, quand on est arrivé à plus d'aires protégées, les scientifiques, alors à l'époque, il n'y avait pas la Commission mondiale des aires protégées, mais il y avait déjà des groupes d'experts qui fonctionnaient, etc. On travaillait ensemble et on dit il faudrait qu'on arrive à les ranger. Parce qu'il y avait une diversité d'aires protégées qui apparaissait, il fallait commencer à pouvoir les différencier. Ils auraient pu faire ça sur la taille, il y a les grandes, il y a les plus petites, ils auraient pu faire ça sur les écosystèmes, la montagne, la forêt, la mer, enfin que sais-je. Bon, ils ont choisi, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni toi Renaud, donc on le subit aujourd'hui quelque part, mais c'est comme ça, ils ont choisi l'objectif de gestion comme motif de rangement. Alors, on a défini ainsi un certain nombre de catégories d'aires protégées. Aujourd'hui, il y en a 6, ça n'a pas toujours été le cas, ça a changé au fil du temps. Mais aujourd'hui, il y en a 6 qui sont reconnus et qui sont tous des territoires qui font de la conservation de la nature, ça ne change pas, mais plus ou moins fortement, c'est-à-dire qui conservent intégralement des territoires, c'est les catégories 1, jusqu'à l'autre bout du spectre des 6 catégories, des territoires où on fait de la conservation de la nature, mais où on autorise certaines utilisations de certaines ressources naturelles, etc. Donc, entre spectre où on conserve intégralement la nature pour la garder dans son état le plus premier possible, même si ça n'existe plus vraiment, mais enfin, le plus naturel possible, jusqu'à l'autre bout du spectre, des territoires où on fait de l'exploitation, etc., durable.
on a 6 catégories avec des zones qui sont des paysages, des zones qui sont des lieux de tourisme, etc. On pourra y revenir, mais ce n'est pas le but de rentrer dans le détail. Donc, aujourd'hui, on a cette espèce de grande boîte qui contient toutes les aires protégées de la planète, et il y en a beaucoup. Et à l'intérieur, il y a ces 6 catégories. Donc, on voit bien que de l'idée première qui était conserver un environnement comme le Yellowstone pour le conserver, éviter que disparaissent les bisons, les machins bidules d'Amérique du Nord, on est passé à un outil de conservation, toujours le même but, hein, mais avec différentes facettes, ce qui permet évidemment de couvrir un plus large spectre. Et bon, avant que tu me le demandes, je peux juste dire qu'aujourd'hui, on est à 266 000 aires protégées. Donc, on est passé de une au sens moderne du terme, hein. Donc de 1 en 1872 à quelques 10 000 au début des années 60. Donc ça et alors là, maintenant, en même temps que tout le mouvement naturaliste, Stockholm 1972, Rio 1992, etc., enfin tout ce qui a accompagné, et puis évidemment le climat et autres, toute cette sensibilisation qu'il y a autour de l'environnement, c'est accompagné de l'explosion du nombre et de la surface des aires protégées, donc 266 000. Donc maintenant, aujourd'hui, quand on parle de 266 000 aires protégées, on comprend bien qu'il faut une définition pour savoir quel est leur point commun, en quoi elles appartiennent toutes à la même famille, et puis aussi ces catégories de gestion qui permettent à minima de partager ces 266 000 en 6 différentes catégories pour pouvoir travailler sur des ensembles un peu moins importants. Voilà. OK. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions à Geoffroy, ne vous gênez pas pour le faire, puisqu'on les reprendra à la fin de cet échange. Donc, vous avez la petite rubrique en bas de l'écran, la Q&R, donc questions-réponses, dans laquelle vous pouvez poser votre question. Alors, Geoffroy, oui, certaines des personnes qui sont là aujourd'hui ont probablement déjà visité une de ces aires protégées, et donc, en tout cas, pour parler de celle d'Afrique. Évidemment, on ne se rend pas compte quand on est dans son 4x4 à la recherche d'un animal ou d'un autre de ce qui peut s'y passer. Donc finalement, à quoi est-ce que l'on s'attend et à quoi est-ce que l'on doit s'attendre quand on devient un gestionnaire d'aires protégées? C'est quoi en fait gérer une aire protégée? Bon, alors, gérer une aire protégée, ça c'est assez facile d'y répondre parce que ça va consister à traiter tous les aspects du maintien de la conservation du territoire. Encore une fois, l'objectif premier, c'est la conservation. Il ne faut pas s'en éloigner, hein. Il ne faut pas essayer de dire oui, mais c'est une aire protégée, mais on n'a qu'à y faire des terrains de tennis parce que c'est pas mal de faire du tennis. Non, une aire protégée, c'est un territoire où on fait de la conservation. Donc, gérer ce territoire, ça va être mettre en place tous les outils pour que cette conservation se passe au mieux. Alors, ça va dépendre des milieux. Évidemment, si on est en milieu marin ou autre, on va gérer la pêche, s'il y en a, ou l'interdire. On va gérer les visites de plongeurs ou pas, si on peut les tolérer ou pas. Sur du milieu terrestre, on va gérer peut-être des coupes d'arbres, du ramassage de plantes médicinales s'il y en a et qu'on est dans une catégorie 6, ou au contraire tout interdire si on est dans une catégorie 1 parce qu'on veut garder les... Donc, il y a tout un spectre d'activités. Il va falloir financer ces activités. Donc, il va falloir qu'on se lance dans la mise en place de valorisation qui peuvent être des ressources naturelles, qui peuvent être du tourisme, qui peuvent être du mécénat. Enfin, donc, la gestion de l'aire protégée, ça va couvrir tous ces aspects, évidemment, de mise en œuvre du plan de gestion, d'évaluation, de suivi écologique, surveillance, patrouille, anti-braconnage quand il y en a. Il n'y en a pas partout, hein, ce n'est pas un problème. Lutte contre les espèces envahissantes quand il y en a. Là, par contre, on peut quasiment dire qu'il y en a partout et que c'est une des dominantes des menaces. Mais globalement, voilà, tout ça, c'est la gestion. Alors maintenant, comment on devient gestionnaire de tout ça? Moi, j'aurais tendance à dire, mais je ne me ferai pas d'amis, qu'on ne peut pas. Hein, parce qu'on ne peut pas évidemment être gestionnaire à la fois du tourisme, à la fois de la lutte contre le braconnage, à la fois du suivi écologique, à la fois du fundraising, etc., de la communication, puisqu'il y a aussi tout un pan de l'activité d'une aire protégée qui consiste à faire de l'éducation environnementale, de la sensibilisation, etc. Donc, le gestionnaire en soi, il va être la personne qui va assembler, qui va mobiliser tout ça, mais il va y avoir tout un tas de corps de métier. Moi, souvent, quand je fais un cours avec des gestionnaires potentiels. Je prends l'exemple d'un hôpital. Le gestionnaire d'un hôpital, il n'est pas à la fois le chirurgien orthopédique, le cardiologue, l'ophtalmo, la sage-femme. C'est impossible. Donc, or, malheureusement, pour finir avec le début de ma phrase, pourquoi je me fais des ennemis, la plupart du temps, c'est que les gestionnaires qui s'asseyent dans le siège du directeur d'un parc se considèrent comme la personne qui va pouvoir traiter tous les problèmes
qui sont aussi disparates que ce que je viens de dire. Et là, à partir de là, ça ne peut pas fonctionner parce qu'à moins d'être super bon, d'être omniscient, il y a quelques personnes qui ont le prix Nobel, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais globalement, dans nos 266 milliards protégés, je te prie de croire qu'on n'a pas 266 000 prix Nobel qui sont capables de couvrir tous les sujets de la protection de la nature. Donc, c'est compliqué. Le rôle de gestionnaire d'aires protégées, c'est difficile pour la personne qui est en charge d'arriver à se rendre compte de la nécessité qu'il a ou qu'elle a d'aller chercher des tas d'autres compétences que celles qu'il a lui-même, parce que c'est un métier, enfin, ce sont des territoires. Encore une fois, les aires protégées couvrent à peu près 17-18% de la planète, ce qui est énorme. Ça en laisse 83% qui ne sont pas des aires protégées, on est d'accord. Mais ça veut dire que sous cette appellation unique, il y a quand même 17% de la planète. Donc, les gestionnaires de ces 266 000 territoires gèrent une part considérable du monde. Hein, et donc, il faut savoir reconnaître le fait que à la fois, on comprend, on peut faire la définition de tout ce que ça implique, mais une fois qu'on a fait ça, il faut être modeste et se dire, un gestionnaire d'aires protégées, il va falloir qu'il soit l'assembleur de tous ces métiers, de tous ces savoirs. Et alors, la raison pour laquelle ça se fait d'une manière qui est, tu le disais, probablement très souvent inappropriée, est-ce que ce n'est pas simplement parce que c'est difficile de faire autrement aussi, que les ressources ne sont pas… Ouais. Et puis, c'est aussi historique. Parce qu'on est parti, encore une fois, par exemple, du Yellowstone. On imagine que le jour où on a créé le Yellowstone, on a mis un directeur de parc, un conservateur, peu importe comment il s'appelait, et il avait pour mission de faire respecter quelques règles simples. Pas de braconnage, peut-être, il ne fallait pas que les Indiens mangent les bisons ou les braconniers, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas là, évidemment, mais c'était très simple. Le problème, c'est qu'on est passé de cette situation-là simple à une situation extrêmement complexe où un gestionnaire d'aires protégées, notamment les grands parcs, il va traiter tout un tas de sujets, à commencer par le financement, à commencer par tous ces aspects qui sont la gestion des ressources humaines. Quand on gère des parcs avec plusieurs centaines de staff, etc., etc. Mais ce que je décris là, c'est valable pour tous les métiers. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là sont devenues beaucoup plus complexes. C'est pour ça que je réponds. Ça n'empêche pas qu'il y a de très bons gestionnaires quand ils arrivent à trouver la juste place et en s'entourer des bonnes personnes. Mais on ne peut pas coller la définition de la gestion d'une aire protégée qui couvre tous ces champs avec le mot gestionnaire, parce qu'en fait, c'est juste trop large. Oui, j'entends bien, ça fait écho à ce que j'entends enfin, de mon expérience de la gestion d'un projet dans le cadre d'une organisation de conservation, où on est souvent confronté à cette même problématique de ne pas savoir ou de ne pas vouloir faire appel à, et donc de se retrouver avec 10 casquettes différentes sur la tête et plein de métiers, et donc en effet de se retrouver rapidement confronté à des limites assez conséquentes. Alors justement, on l'évoquait à l'instant, mais quels sont les différents modes de gouvernance des aires protégées aujourd'hui, pour parler de l'Afrique en particulier? Bon, de l'Afrique ou de partout. Hein, Okay, ouais. Là aussi, l'UICN, dans son rôle normatif, hein, alors bon, tu as présenté l'UICN tout à l'heure très rapidement, c'est vrai que l'UICN n'est pas tellement connu par le grand public, ce qui est tout à fait normal, puisque ce n'est pas une organisation qui s'adresse au grand public. Hein. À part peut-être pour la liste rouge. La liste rouge est peut-être ce qui est le plus connu. Ce que les gens connaissent, c'est la liste rouge, ce qui est une norme. Donc, ces fameuses espèces menacées, quel que soit, on ne va pas rentrer dans la liste rouge, c'est passionnant, mais ça nous prendrait la nuit. Mais c'est vrai que les gens connaissent la liste rouge et on y accole le nom de l'UICN. Et c'est vrai que c'est important parce que le fait que l'UICN maintienne la liste rouge, ça lui donne sa légitimité. Ce n'est pas une liste rouge des Nations Unies, ça ne vient pas du Vatican, ce n'est pas les Américains qui l'ont mise en place, c'est l'union des conservationnistes, l'union des organisations de conservation et des États qui sont membres de l'UICN qui s'accordent à donner de la valeur à cette liste rouge. Et donc, ça en fait une norme et que tout le monde utilise. Donc, je prenais cet exemple, enfin, tu me l'as ôté de la bouche, c'est très bien, mais c'est pareil, par exemple, la définition des aires protégées que l'UICN a définie et que tout le monde utilise. Donc, on a parlé des catégories, c'est valable pour la gouvernance. Donc, les scientifiques qui travaillent à l'UICN, on dit, bah oui, il y a plein de formes de gouvernance, alors ils ont simplifié tout ça, comme pour les catégories, mais c'est du sens commun, donc personne ne va s'évanouir à ce que je vais dire. Ce n'est pas des catégories, c'est des types de gouvernance. Donc, la typologie de gouvernance est regroupée en 4 types. Gouvernance par l'État, on peut comprendre, l'État tout seul. Gouvernance par les privés à bout de bout. Gouvernance mixte, c'est quand elle regroupe tous les types de gouvernance. Et la gouvernance communautaire, qui pourrait, quelque part, qui s'apparente à une forme de gouvernance privée, mais assez spécifique, puisqu'on parle là de communautés, en général communautés locales, évidemment, ou voire
peuples autochtones quand ça existe. C'est le cas en Amérique latine, c'est le cas en Afrique centrale, où cette notion d'autochtonie a une certaine importance. Dans le reste de l'Afrique, ce n'est pas le cas, hein, mais il y a les communautés locales. Donc ça, c'est les différents types de gouvernance qui existent sur le papier. Évidemment, dès qu'on rentre dans les faits, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est très compliqué parfois de savoir qui est véritablement responsable du territoire. Pour moi, la gouvernance, c'est l'entité qui est responsable du territoire. Parfois, on a l'impression que c'est l'État, mais on découvre en ouvrant la porte que finalement, l'État n'est pas du tout le responsable. Quelqu'un a pris la responsabilité à sa place, etc. etc. Donc, la gouvernance est souvent compliquée non pas à évaluer, parce qu'on arrive on arrive à l'identifier, mais après, à bien comprendre les jeux de prise de décision, de relations de pouvoir. Or, j'aurais tendance à dire que c'est la partie la plus importante dans la vie d'une aire protégée. La technique, la gestion, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, trouver des financements, tu trouveras toujours un gars qui sait lever des financements, qui va y arriver. Comme tu l'as dit, il faut trouver 10 casquettes. Si tu trouves 10 gars qui ont chacun une casquette, il y en a un qui va faire bien la com, il y en a un qui va faire bien le suivi écologique, qui va avoir une bonne équipe. Tout ça, on y arrive tôt ou tard si on a les moyens, si on a l'envie, si on a la patience, si on a la capacité de reconnaître ses propres limites et d'aller s'entourer des bonnes personnes. On a dit tout ça. Ça, c'est un aspect. La gouvernance, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est du matériel humain. Ça fait appel à des relations de pouvoir, d'ego, de corruption, de tout ce qu'on veut. Enfin bref. Et c'est très compliqué à gérer. Il n'y a pas une recette de gouvernance pour dire, tiens, voilà, la bonne gouvernance, c'est ça, il suffit de faire ABC et on a fait de la gouvernance. Bonne gouvernance. Alors que, globalement, on peut définir un protocole de suivi écologique, un bon protocole. Il y aura des hiccups, j'allais dire. Enfin bref, il y aura des petits problèmes, mais on va y arriver. La gouvernance, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce qui fait, en général, l'échec ou la réussite d'une aire protégée, parce que sans bonne gouvernance, sans gouvernance appropriée, tout ce qu'on peut faire derrière, à mon sens, va se perdre à un moment ou l'autre. Ok, alors justement, là, tu le disais également, il y a énormément d'aires protégées, finalement, une superficie non négligeable du territoire mondial qui est couvert par ces aires protégées. Et au final, on ne cesse évidemment d'entendre des nouvelles de plus en plus catastrophiques sur l'état de la planète. De quelle manière est-ce que les aires protégées, finalement, sont des réussites ou des échecs dans ce constat? Qu'est-ce que les aires protégées apportent ou justement ne parviennent pas à apporter malgré les moyens qui sont disponibles? Alors, c'est une bonne question que moi, je pose quand je fais cours comme ça en présentiel, ça nous arrive, à mes étudiants le premier jour. C'est toujours la question par laquelle je commence. Une fois qu'on a fait ce bilan, qui a fait très vite, là aussi, il nous faudrait la nuit pour le faire, mais tout le monde, enfin, les gens qui sont sur ce call et qui s'intéressent au sujet ont entendu parler de l'Anthropocène, cette fameuse époque où l'homme est en train de modifier la planète par sa seule présence, sa seule activité, ce qui est évidemment énorme en soi, de la 6e extinction de masse de la biodiversité, parce que c'est vrai, donc, quoi que tu fasses, même si tu es super optimiste, où que tu regardes, tu vois les courbes avec la courbe descendante de la biodiversité. Et évidemment, si tu colles là-dessus la courbe du nombre et de surface des aires protégées, tu vois qu'elle suit exactement la tendance inverse. Alors évidemment, c'est assez effroyable comme vision, parce que ma question à mes étudiants est toujours de dire, vous voyez, plus il y a d'aires protégées, et moins il y a de biodiversité. Et c'est le cas. Et je veux dire, probablement qu'un scientifique, même aguerri, pourrait faire un lien de corrélation parfaitement positive là-dessus. Parce qu'effectivement, depuis 60, on avait dit il y en a 10 000, il y en a 266 000 aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aires protégées et ça explose, et il y a de moins en moins de biodiversité. Bon, c'est ça, l'histoire du monde aujourd'hui, elle est comme ça. Quel est le rôle et quelle est la place de ces aires protégées? Ce qui est clair, c'est que la grande majorité de la biodiversité qui reste est dans ces aires protégées. Ça ne veut pas dire que toute la biodiversité y est. Il y a encore beaucoup d'espèces et de formes de biodiversité qui sont en dehors des aires protégées, donc qui n'ont aucune forme de protection et qui sont encore plus à risque que la biodiversité qui est à l'intérieur des aires protégées. Mais le fait que les aires protégées existent, ça a permis de, non pas arrêter, mais de ralentir d'une certaine façon le déclin de la biodiversité. Mais il ne faut pas se leurrer. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres partout, je connais surtout l'Afrique, mais toutes les études qui ont été faites les 30 ou 40 dernières années, enfin,
qui ont accumulé les données sur les 30 ou dernières années montrent entre eux, ça dépend des parties du continent, hein, mais entre au mieux un statu quo en Afrique australe, parce que en fait, comme ils ont remplacé la conservation pure par de l'élevage, on a conservé les effectifs, mais globalement, c'est quand même pas la même nature. Au mieux, ce statu quo, au pire, Afrique de l'Ouest et un petit peu Afrique centrale, des déclins de l'ordre de 85% de la biodiversité. Je parle de la grande biodiversité, donc on parle d'éléphants, de girafes, on parle de tous ces animaux, hein, et sur les 30, 40 dernières années. Donc la situation, elle n'est pas bonne, y compris à l'intérieur des aires protégées. Quand on prend la carte de répartition du lion en 1950 et aujourd'hui, entre une carte où il est partout présent, sauf dans les forêts, machin, et aujourd'hui où il reste des points, hein, sauf encore une fois quelques grands parcs d'Afrique de l'Est ou d'Afrique australe. Mais voilà, donc la situation, elle n'est pas bonne, même dans les aires protégées. Mais c'est vrai que les aires protégées permettent quand même que tout ne soit pas perdu et peut-être qu'on puisse reconstruire, mais on ne peut pas en attendre plus. Alors, pour rentrer plus dans le détail de ta question, qui était aussi où est-ce que ça marche, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas partout. Ça veut dire que globalement, on n'y arrive pas, pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être, on n'a pas trop de temps, mais évidemment, on n'y arrive pas. Et il n'y a pas qu'en Afrique, hein, je ne parle pas que là pour l'Afrique. Bien que la plupart des autres continents, on soit plutôt sur le regain, mais on est descendu tellement bas que maintenant, on fait de la réhabilitation. Donc, évidemment, c'est plus facile de réintroduire les vautours fauves dans le parc des Cévennes quand il n'y avait plus de vautours fauves. Donc, on a gagné des vautours fauves, mais enfin, avant, on les avait extraits. Bon, là, en Afrique, on a encore cette chance qu'il y a encore de la faune. Donc, il y a encore quelque chose à descendre et il y a des marches encore à descendre. Mais globalement, ce qui marche, ce qui commence à marcher ces 10 dernières années, j'aurais tendance à dire, ou ces 20 dernières années, c'est le local. C'est-à-dire parce que l'humanité entière parle de plus en plus d'environnement, et c'est le cas aussi en Afrique, parce que les gens sont de plus en plus sensibles, parce qu'on arrive à atteindre des gens aussi loin que possible, y compris dans les villages, les gens prennent de plus en plus, je parle des gens, des habitants, quel que soit leur pays, hein, prennent de plus en plus en main leur conservation de la biodiversité. Et donc, les réussites qu'on a, qui sont des petites réussites, parce qu'il n'y a pas des gros enjeux de biodiversité quand on fait de la protection locale autour d'un village, mais quand même, on arrive à avoir des écosystèmes de mieux en mieux protégés, près des villages, par des actions communautaires, des aires protégées communautaires, enfin peu importe comment on les appelle. Et ça, même si ça ne répond pas aux enjeux vraiment spécifiques des espèces comme des rhinos, des éléphants, qui évidemment nécessitent des plus grands espaces qu'une simple conservation d'un terroir villageois, ça c'est à part, c'est autre chose. Mais pour ce qui est de la nature en tant que telle, certaines espèces végétales et puis la petite faune locale, ça, j'aurais tendance à dire que ça va mieux, ça va déjà mieux. On n'a pas besoin d'imaginer que ça va aller encore pire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'initiatives, d'où ces 266 000 aires protégées. Hein. On parle là de 90% de ces dernières aires protégées sont des aires communautaires créées par les gens, par les habitants localement, parce qu'ils veulent faire quelque chose pour leur nature. Et ça, c'est quand même à la fois positif et à la fois optimiste. Hein. Voilà. Alors, je fais le lien avec une question d'Aliénor parce qu'elle est complètement dans le sujet, donc je trouve plus approprié de la poser maintenant. En fait, Aliénor demande ce que tu penses, toi, Geoffroy, de l'objectif des 30-30, justement, qui vise à presque doubler le nombre d'aires protégées, de sorte à ce qu'elles représentent 30% de la planète en 2030. Et est-ce que c'est, à tes yeux, une bonne solution pour faire face à la crise de la biodive, ou bien est-ce que cet objectif risque d'ancrer le modèle de la conservation forteresse? Là, c'est ton avis perso qui est ton avis personnel qui est. Oui, oui. Ouais. Non, mais même pas, parce qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Et je suis en phase avec ça. Le 30 by 30, bon, c'est un slogan, c'est les Nations Unies, c'est la Convention sur la diversité biologique, et tout le monde d'ailleurs, et toutes les conventions d'ailleurs, qui font de l'environnement. Alors c'est un slogan, hein, c'est histoire de dire en 2030, il faudrait qu'on ait 30%. Ça vient quand même de tout un tas de papiers scientifiques qui disent si on n'a pas au moins 30% en 2030, ça sera le crash. Alors bon, moi je suis, comme beaucoup d'entre nous, fatigué de toutes les alertes qu'on nous donne le lundi en nous disant vendredi on sera mort et puis malheureusement samedi on est toujours vivant. Donc on recommence le lundi d'après avec une autre alerte, etc. Donc je suis d'accord que c'est compliqué aujourd'hui de savoir est-ce que le climat va nous submerger l'année prochaine, dans 10 ans, dans 100 ans, plus personne ne sait. Bon. Mais par rapport à l'extinction de la biodive, les scientifiques, il y en a un certain nombre quand même qui sont sérieux, nous disent qu'il faut 30 by 30 en 2030 avoir protégé au moins 30% de la Terre. Je rappelle ce que j'ai dit il y a 5 minutes, et ça, ce sont des chiffres.
Ce n'est pas des projections, c'est le passé. 30-40 ans derrière nous, on a perdu 85% de la biodive, de la grande biodive des parcs africains, hein, en moyenne sur l'Afrique. Ça veut dire qu'il reste 15% de ce qu'il y avait il y a 40 ans. Ce qu'il y avait il y a 40 ans, c'est peut-être 20% de ce qu'il y avait il y a 150 ans. Donc aujourd'hui, on a encore 15% des 20% qu'il y avait au départ, et on va encore perdre ces 80, au moins 80%. Donc effectivement, il y a quand même de quoi s'affoler, hein. Bon. Donc, si on s'affole, on peut se dire, essayons de mettre une barre assez haut, par exemple 30%. Ce que je veux dire par là, pour répondre à Aliénor, cette question est très juste, mais ce n'est pas 30% d'air protégé. Personne n'a jamais dit ça et ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il faut étendre les mesures de conservation à au moins 30% de la planète. Ça contient des aires protégées, qui resteront très certainement autour de 17-18%, et ça en contient tous les autres, alors ce qu'on appelle les autres mesures effectives de conservation, qui sont des territoires qui font de la conservation, mais qu'on ne reconnaît pas comme tel et qu'on ne peut pas promouvoir comme tel, qu'on ne peut pas aider comme tel, c'est-à-dire tous les lieux qui ne sont pas classés. Ça veut dire le parc urbain à Ouagadougou, par exemple. Il y a un joli parc urbain en périphérie de la ville, au Burkina Faso, et où les gens vont courir et se promener. Ce n'est pas une aire protégée, puisque le but premier de cette forêt, c'est d'offrir un lieu de divertissement aux citadins. Mais il n'empêche que ça fait de la conservation. Il y a des antilopes, il y a des francolins, il y a tout ce que tu veux, hein, dans la limite d'un parc urbain. Mais cette partie qui n'est pas comptabilisée dans les 30% aujourd'hui devrait pouvoir être comptabilisée demain. Et donc, nous, en fait, globalement, on sait, je m'avance peut-être là, hein, là c'est un avis personnel, mais je pense que les 30%, on les a déjà. C'est tout un tas d'endroits, c'est le delta intérieur du Niger, qui est à l'intérieur du Mali, n'est pas une aire protégée, mais une zone humide exceptionnelle, qui est classée Ramsar, qui a quand même une définition territoriale. Ça n'est pas une aire protégée, mais c'est un territoire qui fait énormément de conservation. Tu l'intègres au reste de la surface, tu doubles quasiment la surface des aires protégées du Mali en une minute, sans avoir à rien ajouter. Sauf que là, tu te dis, tiens, ce territoire qui est très important, puisqu'il fait partie des Other Effective Conservation Measures, des OECM ou autres mesures de conservation effective en français, il faut quand même en tenir compte. Donc, il faut l'identifier et ne pas juste le perdre parce qu'on n'y a pas apporté attention. Donc, oui, l'idée, c'est d'atteindre 30% de conservation. Moi, j'avais même fait une NAPA, enfin, toi, tu lis la NAPA, tout le monde ne la lit pas, mais notre fameuse newsletter, où moi, j'avais dit, il faut non seulement faire 30 by 30, mais il faut y passer 30% de notre temps. Parce qu'en fait, si on passait 30% de notre temps à faire de la conservation, je parle de toute l'humanité, mais on réglerait le problème. On n'a même plus besoin de parler de surface si on parlait en temps. Évidemment, ça ne va pas arriver. Mais c'était, quitte à faire des slogans idiots, on pouvait 30 by 30 by 30, ça permettait de rajouter des 30. Mais voilà, donc l'idée de ces 30 by 30, aujourd'hui, moi, ça ne me paraît pas stupide. Ce n'est pas de la conservation forteresse. Cette conservation forteresse dont parle Aliénor, elle existe, elle est regrettable dans un certain nombre d'endroits. Ce n'est pas du tout la norme, hein. Sur les 266 000 aires protégées, la majorité sont des catégories 4, 5, 6, ou des catégories où on intervient, où des gens vivent, où des gens modifient, où des gens exploitent. Donc, il ne faut pas ramener les aires protégées aux excès qui existent, hein, que je ne nie pas, hein, évidemment, je suis le premier au courant et le premier conscient de ça, mais qui sont en fait une minorité. Ils sont une minorité, malheureusement, qui sont la minorité dont on parle et qu'on stigmatise un petit peu pour dire que certaines aires protégées, oui, sont des territoires de non-droit, de violation des droits humains ou de certaines populations, ça c'est vrai, et ça doit changer, et on fait tout pour que ça change, mais c'est vraiment une infime part, et le reste, c'est un outil formidable de conservation qu'il ne faut pas mettre en péril à cause de celle-là, et au contraire, sur lequel tout le monde doit travailler. Encore une fois, pas les aires protégées, mais d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'aires protégées, on parle d'aires conservées qui sont plus dans la même stricte définition, plus ces autres mesures de conservation. L'ensemble fera le 30 by 30. Ok. Merci Geoffroy. Il y a Aliénor qui dit merci également. Alors n'hésitez pas, hein, je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire comme Aliénor et à poser votre question. Donc, alors plutôt dans la partie questions-réponses hein, que dans la partie discussion, mais évidemment n'hésitez pas. Alors je sais que c'est un sujet qui t'est cher, en tout cas dont on parle souvent tous les deux, c'est l'accroissement de la population. En fait, tu parlais des aspects humains à l'instant, mais comment est-ce qu'on peut envisager finalement des objectifs aussi ambitieux face à une situation qui est de plus en plus catastrophique, tu le disais, alors qu'en parallèle, et là tu ne l'as pas encore mentionné, la population humaine, elle, croît de la même manière? Alors bon, heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas partout comme ça. Donc évidemment, pour les
les auditeurs européens, la situation n'est pas du tout celle-là, d'accroissement de la population. Donc, quelque part, c'est ce qui nous permet, je prenais l'exemple du parc des Cévennes que je connais bien, d'être passé par cette phase de trou profond où on avait enlevé tous les castors, tous les machins, tous les vautours. Et aujourd'hui, bon, comme tu sais, moi, quand je suis en France, j'habite dans le parc des Cévennes et j'ai des castors à 500 mètres de chez moi. Il y a 30 ans, il y avait 0 castor à 100 km à la ronde, évidemment. Et encore une fois, les vautours qu'on a… Alors, les castors ont été réintroduits. On a réintroduit du vautour fauve, on a réintroduit du vautour moine, les percnoptères sont revenus, on a réintroduit des chipettes. Donc aujourd'hui, depuis globalement mon petit hameau, je peux voir toutes ces espèces, bon, les gypaètes pas souvent, mais enfin tous les autres, on les voit bien, et ça, c'est formidable. Donc, il y a de l'espoir, c'est-à-dire que quand la population se stabilise, quand le développement se stabilise, on peut commencer à reconstruire. Alors, tout ça, c'est valable un peu partout sur la planète, je pense. Bon, le challenge, il est en Afrique, il ne faut pas se mentir, puisque, pas moi qui le dis, hein, c'est les Nations Unies, la population va doubler entre maintenant et 2050. On va donc passer d'1 milliard à 2 milliards d'habitants, sachant qu'elle a été multipliée par, je ne sais pas quel facteur, mais selon les pays, entre 25 et… Enfin, des facteurs de 20 fois dans les 40 dernières années. C'est complètement dingue. Donc là, on va doubler cette population, qui a elle-même déjà cru de façon exponentielle. Bon, alors, moi, je n'ai pas de réponse à ta question, honnêtement, parce qu'évidemment, je ne veux pas plonger tout le monde dans le désarroi. Mais ce qui est clair, c'est que comment on peut répondre au challenge, au défi qui est le nôtre, qui est de moins consommer, de moins émettre de carbone, etc. Même si on parle du continent qui est le moins émetteur, parce que malheureusement ou heureusement, en tout cas, les gens sont les moins utilisateurs de produits, etc. Mais quoi qu'il arrive, en même temps qu'on dit on va diminuer nos émissions de carbone, par exemple, ou on va donner plus de place à la biodiversité, voire 30%, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, trouver des formes. Et en même temps, on sait que la population va doubler dans les 30 prochaines années. Il y a une équation qui est impossible. Alors, tout le monde, c'est comme si ce n'était pas le cas. On se ment royalement. On se dit oui, mais avec la FAO, on va arriver à nourrir tout le monde. Ça, nourrir tout le monde, ça, je n'ai pas peur. Mais quel espace restera-t-il pour la nature? Parce qu'on ne peut pas faire un champ de manioc, un champ de maïs et avoir des éléphants au milieu. Ça, ce n'est pas possible. Donc, globalement, la situation pour l'Afrique, elle est pas bonne. Si les projections se réalisent, elle n'est pas bonne parce que tout simplement, mécaniquement, même avec la meilleure volonté du monde, on ne diminue pas de 30% de nos émissions de carbone avec une population qui double et dont les besoins, parce que tout simplement, ils vont s'équiper, etc., vont être multipliés par 10. Donc, il y a des équations impossibles. Alors, il faut regarder plus loin. Il faut regarder plus loin que 2050, il faut regarder plus loin que 2100, il faut regarder 2200, 2300. On ne sera pas là, heureusement. Mais c'est clair que quand on travaille sur un continent et avec ces problématiques-là, on est obligé de se projeter au-delà du concret et des prochains jours. Je pense que cette histoire de population, c'est très important. Encore une fois, ça n'est vraiment que spécifique qu'au continent américain. On voit bien, africain, ouais. On voit bien qu'ailleurs, les courbes non seulement s'atténuent, voire s'inversent. Donc, je ne sais pas si ça sera mieux, si ça sera bien, on verra bien plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le driver, enfin, excuse-moi pour l'anglicisme, mais comment on dirait, les causes de disparition de la biodiversité, hein, quand on les rassemble en grandes catégories, hein, c'est les infrastructures qui se développent, enfin, l'empiètement sur les territoires, hein, l'agriculture, les infrastructures, les villes. Bon, ben ça, avec un doublement de la population, les infrastructures explosent. C'est l'exploitation excessive des ressources, mais elle vient avec le nombre de consommateurs de ressources. Plus il y a de consommateurs, plus on utilise les ressources. Donc, ce driver-là aussi, il monte avec la population. La pollution, qui ne cesse, enfin, il suffit de regarder tout ce qu'on voit autour de nous, les plastiques, enfin en Afrique particulièrement, où il y a très peu de recyclage, très peu d'utilisation. On est inondé et double le nombre de consommateurs et de producteurs, c'est la catastrophe. C'est le climate change. Alors là, on peut reconnaître que l'Afrique, au moins, elle contribue très faiblement, voire pas du tout, quasiment, par rapport à son stockage carbone, au réchauffement climatique. Donc, quelque part, là, au moins, on a la tête haute, c'est bien. Et puis, derrière, les espèces envahissantes, alors ça, population ou pas population, de toute façon, c'est partout, ça explose partout. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Mais on voit bien qu'il y a 3 causes fondamentales de la réduction de la pauvreté qui vont mécaniquement, ce n'est pas la faute des habitants d'Afrique, hein, c'est mécanique. Hein. Quand on augmente le nombre de gens, on augmente les pressions, l'empiètement et la pollution. Et donc, ça, il faut s'attendre à avoir à le gérer dans les prochaines années. Alors, c'est une question qui a déjà été posée, je me souviens, dans la webconf avec Emmanuel Grudman il y a déjà un certain temps, mais Béatrice pose une question qui va
dans le sens inverse de ce que tu es en train d'évoquer. Alors peut-être une réponse très rapide en 2 ou 3 idées qui seraient les tiennes. Béatrice nous demande ce que, en tant que citoyen de base, nous pouvons faire concrètement pour protéger la biodiversité. Bon, ça, alors, on peut tout faire. Mais en fait, il y a rien d'autre que le citoyen de base. Hein. Si les gens restent assis à regarder la télé, à attendre la COP 23, la COP 28, la COP 72, les déclarations d'Antonio Guterres et les déclarations des chefs d'État la main sur le cœur qui nous disent qu'ils vont sauver la nature dans leur pays, ben, il ne se passera jamais rien. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à regarder tout ce qui s'est passé depuis Rio 92, Stockholm 72, Rio 92, tout ce dont on parle là. En 92, c'était sur la table, le changement climatique, la convention du changement climatique, ça date de 92, Rio. Donc, tous ces éléments dont on nous parle aujourd'hui, qu'on essaye de traiter, passer à l'électrique sur les voitures, il fallait le faire en 92. Donc, on ne peut pas compter sur nos dirigeants, sur nos pouvoirs politiques, sur la masse pour y arriver. Donc, pour répondre à Béatrice, c'est chacun d'entre nous, moi je m'y attache, enfin, comme tu sais, ici, là où j'habite, on est totalement en solaire, alors bon, évidemment, c'est des contextes particuliers, mais il faut que chacun réduise son empreinte de toutes les façons possibles, cycle court, enfin, tout ce que les citoyens apprennent à faire de plus en plus, alors parfois c'est plus compliqué, parfois en Afrique, un cycle court, ça peut, il n'y a pas forcément un marché à côté, etc. Je veux dire, mais tout ce que les citoyens peuvent faire individuellement, c'est la somme de ça qui fait la différence. Le reste, c'est du blabla, comme dit Greta Thunberg. Elle a bien raison quand elle dit blablabla, blablabla, mais c'est vrai, les jeunes, quand ils entendent ce qu'ils entendent, dans 30 ans, ils entendront la même chose, comme moi d'ailleurs. Hein. Donc, oui, chacun, il ne faut pas être pessimiste. On peut être pessimiste pour l'ensemble, mais on doit être optimiste pour chacun, parce que chacun peut faire une différence. Ok, voilà, ça apporte un peu d'air dans tout ça. Alors, dans le cadre de ton travail, Geoffroy, tu es à l'origine d'une initiative que personnellement je trouve assez remarquable, pour y avoir d'ailleurs participé il y a maintenant un certain temps. Donc, tu es à l'origine et tu animes des formations en ligne, donc qui sont des MOOC, qui sont d'ailleurs accessibles à tout le monde, hein, pas seulement aux personnes travaillant dans les aires protégées. Donc, non seulement sur la conservation dans les aires protégées, mais aussi sur la gestion ou encore, par exemple, la valorisation. Ce serait donc dommage que tu ne nous dises pas un mot là-dessus. Alors, MOOC, par définition, un MOOC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Massive Open Online Course, c'est l'acronyme en anglais, de cours ouverts, massifs en ligne. Donc, par essence, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est gratuit, etc. Donc, le public, généralement, quand on fait un cours comme ça, il vise une certaine catégorie de personnes, on ne fait pas ça au hasard, mais évidemment, tout le monde peut s'y inscrire et suivre les cours. Donc, nos MOOC qui concernent la conservation en Afrique, ont été suivis par pratiquement 90 000 personnes en Afrique maintenant, enfin pas tous en Afrique, mais enfin la plupart en Afrique. Donc on est très content parce que ce n'était pas du tout l'objectif initial. Et ça revient un petit peu sur la question de Béatrice ou sur la remarque de Béatrice juste avant, à savoir que le fait d'avoir mis ce matériel en ligne, ça permet à des gens lambda qui n'ont aucune idée de ce qu'est une aire protégée, qui n'ont aucune idée de ce qu'est le tourisme dans une aire protégée, de ce que sont les nouvelles technologies dans les aires protégées, de ce qu'est le suivi écologique d'une aire protégée, d'avoir ce savoir facile, gratuit, avec des vidéos, des quiz, des examens, etc. Donc c'est plutôt marrant, c'est ludique. Et c'était ça l'idée. L'idée, c'était de faire percoler ce que la science nous met dans des gros livres indigestes que personne ne lit plus parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la génération de lecture, etc. Ça permet de faire percoler via des vidéos qui circulent sur YouTube et autres, mais aussi via notre plateforme qui s'appelle mooc-conservation.org et d'amener ce savoir. Et bon, merci pour tes gentils mots, hein, mais il y a plein de choses qu'on fait mal. D'ailleurs, si on les faisait bien, on ne serait pas en train de dire ça fait 30 ans que je travaille en Afrique sur les aires protégées, je n'ai pas réussi mieux que les autres à les sauver. La preuve, c'est descriptif ce que je vous en ai fait. Mais au moins, nos MOOC, je sais, parce qu'on rencontre plein de gens, on voit plein de gens qui viennent nous voir, on a plein de témoignages, permettent d'apporter un peu d'information, de formation, là où il n'y en a pas. Alors, notre principal pays, par exemple, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, où il y a évidemment peu d'universités, c'est compliqué d'y aller, les gens sont loin. Et grâce à ces formations en ligne, on transmet un petit peu de ce qu'il faut apporter à des gens qui ensuite vont intervenir. Donc, moi, j'en suis très fier, oui, c'est sûr. Hein, mais et là aussi, chaque citoyen peut se saisir de ce savoir, améliorer ses connaissances, les diffuser. Et c'est comme ça qu'on change la donne. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci Geoffroy. Alors, il y a encore une question d'Aliénor.
que je vais te lire, enfin que je vais lire à tout le monde. En fait, toi, tu la vois peut-être au sujet d'un travail que l'on mène au sein de l'organisation Aweli, en parallèle à mon travail pour Saïga, dans la région du Terai, donc dans le sud du Népal, à la frontière indienne, dans une zone où il y a une problématique de coexistence entre humains et animaux qui est de plus en plus importante. Et ça, c'est un des inconvénients de la conservation, d'une certaine manière. On fait du travail, enfin, les organisations avec des moyens assez conséquents font du travail bénéfique. Et heureusement, ça fonctionne à plein d'endroits pour préserver les tigres. Donc, la population remonte avec évidemment les dommages collatéraux que ça implique, et notamment là, des personnes qui se font manger par les tigres d'une manière assez fréquente. Et donc, sa question, c'est: le Népal est l'un des pays qui va prochainement avoir doublé sa population de tigres depuis 2010, principalement car les efforts de conservation, je le disais, ont été déployés sur la protection et l'amélioration de l'habitat des parcs nationaux. Certains parcs semblent avoir maintenant trop de tigres, et ceux-ci sortent de plus en plus des parcs, ce qui génère des conflits avec les communautés riveraines et une colère grandissante des locaux vis-à-vis du parc. L'option choisie par les autorités est souvent d'immobiliser le tigre qui cause problème et de le transférer ailleurs, dans le meilleur des cas. Enfin, a priori, évidemment, on n'a pas le droit d'abattre un tigre, mais il y a malheureusement des cas où ce n'est pas possible de faire autrement. Donc, de le transférer, voire de le mettre en captivité. Est-ce qu'on peut parler de succès de conservation à tes yeux? Oui, moi, j'aurais tendance à dire oui, sur le principe, parce que la conservation du tigre, moi, je ne suis pas un spécialiste du tigre, évidemment, mais pour faire caricatural, comme tu le sais, il y a plus de tigres en captivité que dans le milieu naturel. Bon. Donc, on pourrait froidement poser la question, pour conserver le tigre, il suffit que les Américains qui en ont dans leur jardin ou dans leur zoo gardent leurs tigres. Et on a plus de tigres que le reste de la nature. Donc, laissons disparaître les tigres dans la nature. Ce qui, évidemment, est catastrophique. Parce que l'étape d'après, c'est le jour où les scientifiques vont nous dire: ah ben oui, mais on peut créer un mammouth avec de l'ADN, donc on peut créer un éléphant avec de l'ADN. Pourquoi garder les éléphants? Gardons juste de l'ADN dans une éprouvette, puis le jour où on a besoin d'un éléphant, on fait ça. Mais ça paraît idiot ce que je dis, ça nous pend au nez, hein. Ça nous pend au nez, c'est vers ça qu'on tend. Donc, la question du tigre, elle est intéressante parce qu'effectivement, la protection du tigre en tant qu'espèce, le tigre ne va pas disparaître demain, même si tous les tigres de la nature disparaissent, il y en a plus chez des individus qui les gardent dans leur jardin, ce qui est complètement idiot. Ça ne fait pas de la conservation du tigre. La conservation du tigre, elle se fait en Russie, elle se fait dans les pays asiatiques, comme vous l'avez dit, au Népal, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Une fois qu'on a dit ça, tant mieux s'il y a plus de tigres aujourd'hui qu'hier, parce que les tigres étaient en très mauvaise situation. Donc, il fallait quand même arriver à sauver les tigres et leur milieu naturel. Se pose évidemment la question, on a la même, alors les lions, ils sont tellement sur le déclin qu'on n'a pas trop cette question, mais ça se pose dans certains endroits. Les éléphants, évidemment, qui eux sont plutôt stables, voire dans certains endroits augmentent leurs effectifs et créent évidemment des conflits avec les populations. Ben oui, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est toute l'histoire de notre capacité. Est-ce qu'on peut partager notre espace avec une espèce animale? Il y a des coûts. Je ne dirais pas que c'est des coûts marginaux, ou je ne sais plus ce que tu as utilisé, collatéraux, parce que ça évoque trop les bombardements américains et les dégâts collatéraux, parce qu'un tigre ne fait pas de dégâts collatéraux. Le pauvre malheureux, il fait ce qu'il sait faire, il mange. Et donc, parfois, il y a quelqu'un qui en est la victime et c'est dramatique. Mais j'aurais tendance à dire que c'est l'histoire de toute l'humanité. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'individu, on installe une autoroute à côté de chez toi, tu subis un préjudice majeur, tes poumons seront pollués, tu vas peut-être mourir 10 ans plus tôt, voire tu vas ramasser une voiture qui sort de l'autoroute et qui va te tuer un quart d'heure après quand on est ouvert l'autoroute. Et c'est un dégât collatéral, tu l'as accepté parce que tu es content d'utiliser l'autoroute, etc., etc. Donc, effectivement, quand on vit à côté d'un parc national, on a des avantages, de l'air plus pur, de l'eau plus pure, de la forêt, des plantes médicinales, des touristes qui viennent voir ces fameux tigres et qui vont rapporter. Et on a évidemment des contraintes. Moi, je suis le premier conscient de ça, puisque comme tu sais, on est entouré par les éléphants. J'adore les éléphants. Ils viennent nous voir, on est content. Et puis, certains jours, ils cassent, ils enlèvent les tuyaux d'eau, ils arrachent les fils électriques, ils détruisent les arbres. Il faut trouver... alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Je ne dis pas qu'il faut que les gens se fassent manger, mais c'est une décision collective de société. Après, ça revient, on pourrait parler des heures là-dessus aussi, les loups dans nos provinces, les éleveurs. Quand on est éleveur de moutons, on a de très bonnes raisons de se plaindre de la présence du loup, bien sûr, parce qu'on est la victime
Maintenant, la globalité de la population française qui a envie d'avoir des écosystèmes, enfin, ce n'est pas la globalité, mais enfin une bonne partie de la population qui a envie d'avoir des écosystèmes à l'équilibre avec des prédateurs, dit, ben oui, mais bon, est-ce qu'on a besoin de 50 moutons ou d'un loup? Enfin, voilà, c'est des questions hyper compliquées. Là, on revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire la gouvernance. Comment on prend les décisions? Qui prend les décisions? Qui est associé? Si ces gens dont on parle au Népal sont associés à la décision par rapport aux tigres, combien on en garde, combien on en enlève, comment on les enlève, ça devient fluide, ça devient possible. Si c'est une des décisions autoritaires de l'État, qui, je ne sais pas comment on s'en sépare, mais qui dit, nous, on a 50 tigres, on veut les garder, tant pis pour vous, vous faites manger, c'est évident que les gens vont les empoisonner. En plus, le problème de la gouvernance et de la mauvaise gouvernance, c'est qu'on ne sait pas. On peut pas, c'est très facile d'empoisonner un félin. C'est pareil avec les lions. On a beau expliquer aux gens, oui, ben, c'est pas très grave, il vous a mangé une vache, c'est pas là. Les gars, ils foutent un peu de produit à coton dans la carcasse, le lion meurt. Donc, si on ne les intègre pas à la décision qui concerne le problème, le dégât dont tu parles, ils ne vont jamais respecter ça. Donc, il faut trouver les équilibres. Je suis certain qu'il y a des endroits où il faut enlever des tigres. Je ne dirais pas qu'il y a trop de tigres, ça c'est sûr que non. Mais peut-être qu'ils sont trop à un endroit parce que les conditions étaient excellentes, tant mieux, et qu'il faut commencer à les déplacer, etc. Ce qu'on fait avec les lions, ce qu'on fait avec les... Mais je ne dis pas qu'il y a une solution simple, hein, ce n'est pas mon propos, hein. Ça c'est clair. Alors, on a une réflexion de Benoît qui est peut-être nuancée par ce que tu viens de dire, puisque là, on a clairement parlé d'animaux, mais qui dit que finalement, depuis le début de la webconf, alors qu'on parle de territoire de conservation de la nature, finalement, ce dont on parle le plus, c'est d'humains. Il dit, bien que tu sois vétérinaire, finalement, il y a peu d'allusions aux animaux. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'aire protégée, le sujet des aires protégées, c'est avant tout un sujet sur lequel on parle des hommes et des femmes, évidemment? Bon, si on était resté dans la gestion pure, on aurait beaucoup parlé d'animaux ou de plantes, hein. Alors souvent, c'est vrai qu'en Afrique, on se focalise beaucoup sur les animaux comme sentinelles c'est une erreur d'ailleurs, parce que la plupart des espèces envahissantes, pour le coup, ne sont pas animales mais végétales. Alors pendant qu'on regarde les animaux, on ne regarde pas le milieu qui disparaît sous les assauts multiples et variés d'espèces dont on ignorait même l'existence 15 jours avant. Mais ça, c'est une petite aparté. Mais pour revenir à la question de Benoît, qui est tout à fait pertinente, on a surtout parlé d'hommes parce que, c'est mon avis, mais c'est mes 30 ans d'expérience ici, hein, parce que le problème numéro un, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est matière d'homme. Donc, encore une fois, compter les léopards avec des caméras trappes, tout le monde sait faire. Même moi, je peux piloter un avion et compter les zèbres dans la pampa, ce n'est pas un problème. Ça, c'est de la technique. On trouvera toujours des gens, il y a des vétérinaires qui mettent un collier sur une girafe, pas sur une girafe, enfin, qui l'endorment, qui la déplacent. Tout ça, c'est des solutions techniques, c'est facile. Alors, on peut en parler, hein, c'est passionnant, je dis pas. Mais à la fin, ce qui dysfonctionne, ce n'est pas la girafe, ce n'est pas le lion, ce n'est pas le tigre, d'ailleurs, qui mange le voisin, c'est l'homme. Et le problème, c'est l'homme qui met son champ trop près du tigre ou qui va dans la forêt où il y a un tigre, etc., etc., ou les mauvaises décisions des différents gestionnaires entre eux qui font la mauvaise gouvernance. Donc, effectivement, mais c'est valable pour toutes les affaires humaines, hein, au cœur de nos problèmes, il y a l'homme. Ce n'est pas les animaux qui posent problème, c'est quand même l'homme, toujours. Hein. Je suis désolé, ça peut choquer, mais c'est comme ça. Et voilà, les éléphants, les malheureux, moi, quand ils cassent ma clôture, d'ailleurs, souvent, nos clients nous disent, ils disent, bah oui, mais évidemment, mais vous êtes installé chez eux. Et c'est vrai. Et ils sont là, ils sont autour, et puis à un moment, ils veulent passer, et ben, ils passent. S'il y a une clôture, ils l'écrasent. Et moi, je me plains des éléphants. La faute, c'est les éléphants, mais en vérité, le fautif, c'est celui qui a mis la clôture au milieu du passage des éléphants, il faut être honnête. Et donc, c'est l'homme. Ok, alors est-ce que tu veux bien terminer avec peut-être une aparté un peu plus, comment dire, on est dans le cadre d'une agence de voyage, donc est-ce que tu veux bien nous donner quelques illustrations de ton expérience, de bonnes pratiques ou de bons exemples, si on fait lien entre aires protégées et un pays, par exemple, avec certaines de ces aires protégées, et de bons exemples en termes de conservation de la faune, et peut-être des liens avec les animaux. Donc, dans quel pays à quel pays est-ce que tu peux penser en termes de bons exemples et pour quelles espèces? Bon, c'est compliqué parce que là, tout comme les aires protégées sont diverses, et le tourisme de vision, alors ce n'est pas forcément d'ailleurs de la faune, hein, mais est très divers. Mais globalement, il y a beaucoup de bons exemples. Ils ne sont pas forcément faciles à trouver parce qu'il y a les destinations super faciles qui attirent beaucoup de monde. Le surtourisme existe en Afrique. Hein. Faut pas...
Bon, il y a des sites comme Masai Mara, extraordinaires, bon, ok, 300 000 hectares plus ou moins, enfin, ça dépend des limites qu'on prend, 120 lodges, avec beaucoup de monde dedans, plus tous les campings, etc. Donc, à la fin, le surtourisme, ce n'est pas un mythe, hein. Donc, il faut faire attention quand on va dans ces endroits-là. Il faut faire attention, hein, de choisir des lieux où on ne contribue pas à ajouter du tourisme au tourisme. Mais en même temps, il en faut du tourisme parce que c'est la principale source de revenus de tout un tas de lieux, hein, sur les 266 000 ou sur les 8600 aires protégées africaines, où on voit que les aires protégées africaines ne représentent qu'une toute petite fraction des aires protégées mondiales. Mais sur ces aires protégées africaines, finalement, il y en a très peu qui drainent du tourisme, hein. Essentiellement Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, un peu Namibie, un petit peu Botswana du tourisme haut de gamme, Afrique centrale quand il y a des gorilles, etc., quelques parcs un peu. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est peanuts, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressources, mais tout le monde comprend que les conditions de voyage, etc., sont compliquées, la sécurité actuellement, etc. Donc, il y a plein d'expériences touristiques qui sont vachement sympas. Il y a quand même pas mal d'endroits au Sénégal maintenant. Alors, il ne faut pas viser le tourisme de vision de grands animaux, mais où on peut aller dans des zones communautaires, bien gérées, avec des réflexes communautaires un peu sympas à voir. On n'a pas le sentiment d'être un électron étranger posé là, avec son sac de carbone qu'on a brûlé dans l'avion qui arrive. Au contraire, on a l'impression d'arriver dans des lieux, et je pense beaucoup à ces zones communautaires, etc. Après, évidemment, si on veut faire du tourisme un petit peu plus élaboré, comme dans ce que moi je vis avec un lodge, on peut critiquer, hein, le tourisme un peu plus élaboré, parce qu'on peut dire ah oui, mais c'est pour des gens qui peuvent payer. Oui, bien sûr, mais en même temps, la conservation, parce que nous on est dans une réserve privée, elle vient avec un coût qui est colossal, hein. Quand on gère une réserve avec 40 000 hectares et des éléphants, des rhinos, des girafes, des zèbres, des lions, etc., ça vient avec des coûts de gestion quotidiens assez importants. Donc, il faut bien à un moment trouver des sources. Donc, il n'y a pas de mauvais tourisme, je pense. Enfin, il n'y a aucun pays qui soit interdit. Mais je n'ai pas tellement envie de pointer un site ou un autre, parce qu'en plus, ça dépend. Ça peut bouger d'une année à l'autre. Tous les pays valent le coup. Mais c'est sûr que si c'est pour la grande faune, alors là, je reviens à la faune, puisqu'on parlait d'animaux, c'est sûr que le Kenya est super pro, un peu la Tanzanie, mais les conditions seront plus compliquées, j'aurais tendance à dire. Et pour la Namibie, évidemment, très bien. Afrique du Sud, c'est un autre tourisme parce qu'il y a beaucoup de clôtures. Donc, c'est une autre forme de tourisme, mais ça reste des super lieux pour voir les animaux, etc., etc. Ok, Geoffroy. Alors, peut-être avant de conclure, une dernière remarque d'Aliénor qui demande, si elle peut demander, si tu penses que le tourisme de chasse peut faire partie de la gestion de la faune dans une aire protégée. Alors là, je te laisse choisir si tu as envie de répondre personnellement ou d'un point de vue purement professionnel. Est-ce qu'à tes yeux, en dehors de toute considération éthique, évidemment, qui là, bien sûr, peut être propre à chacun, est-ce que pour toi, le tourisme de chasse doit être considéré comme un moyen comme un autre? Alors, il n'y a pas de réponse professionnelle, justement, là-dessus. Okay. Ça peut être que personnel, puisque, effectivement, même l'UICN est incapable de décider si la chasse c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a des tas de groupes de chasse qui sont membres de l'UICN, donc le Conseil international de la chasse, etc. Donc des groupes de pression très forts et des groupes d'anti-chasse qui sont aussi membres. Donc il n'y a pas une réponse. Donc déjà, ça ne peut pas être professionnel, ça peut être que personnel. Je pense qu'on ne peut pas séparer la réponse à la chasse de l'éthique, parce que globalement, c'est quand même très compliqué de faire abstraction de ses goûts personnels par rapport à ça. Moi, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas fanat de chasse. Mais j'ai des tas d'amis qui sont chasseurs, ça ne me pose pas un problème éthique majeur, mais enfin, je ne voudrais pas avoir un gars qui vient chasser dans ma réserve et descendre les éléphants devant chez moi. Ça me poserait un très gros problème éthique. Mais pour revenir à la question d'Aliénor, qui est plus, est-ce que ça peut contribuer? C'est clair que, non pas forcément dans les aires protégées, parce que les aires protégées sont là pour faire de la conservation. Parfois, c'est compliqué d'associer la chasse à la pure conservation, mais c'est possible, il y a quand même des territoires où on y arrive, avec des prélèvements très limités, raisonnés, etc. On y arrive, mais il faut faire ça sérieusement, donc de façon transparente, c'est-à-dire qu'on sait qui chasse, quoi chasse, machin bidule. Donc on revient à la gouvernance. Le problème de la chasse en général, c'est la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas la technique de la chasse, c'est le fait que ce n'est pas transparent, on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment sont choisis les mecs, on ne sait pas comment les quotas sont faits, etc. Je ferme cette parenthèse. Mais, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les 30 by 30,
dans tout ce qui va être OECM, tout ce qui va être Other Effective Conservation Measure, tout ce qui va être autres mesures de conservation, ces territoires de chasse dont le but premier n'est pas la conservation et la chasse, mais qui fondent la conservation, parce qu'une fois que le chasseur a tué son buffle, son lion, il y a tout le reste, il reste les coudous, il reste les zèbres, il reste les machins. Oui, ces territoires de chasse vont participer directement aux 30% et être, la plupart d'entre eux, incorporés à ce qu'on appelle de la conservation. Donc, il ne faut pas se mentir, ils font partie des outils de conservation. J'aurais tendance à dire que ça serait mieux si on essayait de les garder en dehors des aires protégées, parce que justement, les aires protégées visent à protéger la nature. Et là, on a ce problème d'éthique. Protéger la nature, bon, mais encore une fois, on peut couper aussi des arbres dans une aire protégée, c'est la même chose. Donc, si c'est fait de façon raisonnable, pourquoi pas. Mais une bonne façon de s'en sortir de ce débat qui n'en finit pas, c'est de placer tous les territoires de chasse dans les OECM en disant ils contribuent à la conservation, super. Et puis à côté d'eux, il y a des aires où on fait de la conservation pure, super aussi. Bien, on vient de passer 1 heure ensemble. Je crois que c'est le moment d'en rester là. C'est un sujet passionnant. Enfin, moi, je pourrais passer des heures, comme on le fait parfois d'ailleurs, à t'écouter. Oui. Donc, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci infiniment, Geoffroy, de nous avoir consacré à toutes et tous cette heure. Merci, bien sûr, à vous pour avoir, à votre manière, participé à cette webconférence. Avant de nous quitter, je vous annonce que la prochaine webconférence aura lieu le 2 mars et l'invité d'Éric Bonnem sera le grand voyageur Louis-Marie Blanchard. Et puis, je souhaite bien sûr remercier Thibaut pour la partie technique et Clémentine pour la communication sur cet événement. Donc, je te souhaite, Geoffroy, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et bonne du Jura. Merci. Au revoir. Bye bye.